Une hôtel d'espérance, pays de l'hospitalité, et les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Les fichères côte d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en faisant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. Alors donc, si vous permettez, nous allons donner la parole à Maître Abiba. Voilà, on va se contenter de ce micro. Bonsoir. Bonsoir et je vous remercie vraiment de m'accueillir ce soir. C'est la première fois pour moi, c'est vrai que je viens en Italie, que je viens voir la communauté ivoirienne ici. Mais j'étais un peu gênée, c'est vrai, en rentrant de vous voir tous vous lever. Je suis votre fille. Hein. C'est la fille qui se lève pour ses parents et pas les parents qui se lèvent pour l'enfant. Ça m'a un peu gênée. Non, mais je tiens vraiment à ce que vous vous applaudissiez vous-même. Parce qu'en réalité, tout ce travail accompli, c'est beaucoup, à 90% grâce à vous. À 90% grâce à vous. Et dans la bouche, c'est pas de l'exagération, il y a du droit en quart de côté, on en parlera, mais il y a beaucoup de politique et il y a aussi beaucoup de patriotisme. Et sans un peuple, aucun combat ne peut être mené ni gagné. Vous avez été là, vous êtes là et vous serez là. Et pour ça, vraiment, vous avez alors tout mon respect dans ce combat. Ce que l'on fait, ce que je fais, et ce que je fais avec mes confrères, n'a en réalité qu'une forme, qu'une partie du combat que nous menons tous ensemble. Tous ensemble. Il n'y a pas de super-héros, il n'y en a pas qui devraient être plus devant que d'autres. On a parlé des victimes anonymes, on a parlé des patriotes anonymes qui sont tombés pour leur patrie, mais il ne faut pas l'oublier, qui sont tombés d'un simple contentieux électoral. Un simple contentieux électoral où finalement la Constitution a été bafouée, où on a emprisonné, on a capturé le président Laurent Gbagbo, son épouse, ainsi que tous ses collaborateurs, et qui a amené son transfert à La Haye. La CPI et la Côte d'Ivoire, on parlait d'impérialisme, c'est une relation malsaine, en réalité, qui a débuté en 2002. 2002, tentative de coup d'État. Et ce qui n'aurait jamais été accepté dans n'importe quel État européen, on l'a imposé à la Côte d'Ivoire, à savoir de former un gouvernement d'union nationale avec des rebelles, avec des putschistes. La cohabitation en France, par exemple, on la connaît, mais c'est lorsqu'on perd la majorité à l'Assemblée nationale. Ce n'est jamais dû à un coup d'État. On a imposé une cohabitation à un président élu démocratiquement, et cela sans que ça n'émeuve grand monde. À l'issue de cela, il y a eu ce que l'on appelle une déclaration de compétences. C'est important de le dire parce que l'histoire de la CPI avec la Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'on avait ratifié le statut de Rome, qu'on a accepté la compétence
de la CPI et que on n'avait pas reconnu véritablement la compétence de la CPI, en tout cas dans son statut de manière globale, pour notre pays. Ce n'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est qu'au regard des événements de 2002, il est arrivé, et face au massacre qui était intervenu, à ce moment-là, le gouvernement a estimé qu'il fallait faire une déclaration de compétence. Ils ne sont pas stupides. Ils auraient pu demander à ratifier par la suite des statuts de Rome. Non, ils ont fait ce qu'on appelle une déclaration de compétence à la CPI. Alors, qu'est-ce qu'une déclaration de compétence? Une déclaration de compétence, c'est lorsqu'un État qui n'est pas signataire du statut de Rome, donc qui n'est pas parti au statut de Rome, demande à la CPI de mener des investigations sur un cas particulier qui peut relever, du fait de sa gravité, de la compétence, des attributions du statut de Rome. C'est dans ce contexte qu'une déclaration de compétence a été faite et que la CPI devait enquêter sur les événements intervenus en Côte d'Ivoire depuis septembre 2002. Et puis il n'y a rien eu. Les années ont passé, il n'y a rien eu. Puis il y a eu la crise post-électorale. Et tout d'un coup, voilà que le procureur de la CPI refait surface, et indique, menace le président Laurent Gbagbo de poursuite et d'un éventuel transfert à la haie s'il ne cède pas le pouvoir, ce qui est quand même fou quand même, puisque jusqu'à preuve du contraire, il ne revient pas au Congo ni de se prononcer sur les élections, le résultat d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, et encore moins de se servir des attributions que nous donne le statut de Rome pour menacer une partie. Pourtant, c'est ce qui va se passer. Puis il y a eu le 11 avril, il y a eu la capture, il y a eu le transfert à Korogo, il y a eu des sévices à Korogo, et puis il y a eu le transfert à La Haye le 29 novembre. Et alors là, ce qui est assez étonnant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on dit souvent, ce qu'on a dénoncé d'ailleurs, c'est que le président était à ce moment-là sous embargo des Nations Unies. C'est-à-dire qu'il avait une interdiction de voyager. Ses comptes étaient gelés. Rappelez-vous, à l'époque, je me rappelle encore des propos du député Athébi, qui indiquait, mais gelez les comptes, on dit qu'on n'a pas de compte à l'étranger. Si vous avez trouvé, en tout cas, prenez et gardez. On n'a pas de compte à l'étranger. C'est ce qu'il disait. Parce que c'est vrai, le président n'avait qu'un compte à Abidjan, ce qu'il a toujours indiqué. Donc l'embargo n'avait pas d'incidence. Mais l'interdiction de voyager était quand même assez grave, puisqu'on interdit à un individu de voyager. Donc il est finalement contraint de rester sur un territoire déterminé. Et pourtant, on a pu le transférer à La Haye. En violation non seulement de la résolution des Nations Unies, mais également de la résolution de l'Union européenne, qui avait émis les mêmes sanctions. On a pu le transférer. Et ça n'a posé problème à personne. Personne. C'est-à-dire ces grandes juridictions internationales qui font la pluie au beau temps, qui expliquent à tous ces peuples qu'est-ce que le droit, ont fermé les yeux face à des violations flagrantes qui s'est matérialisée par le transfert du président Laurent Gbagbo sous sanction unisienne avec interdiction de voyager, sans que ces sanctions soient levées pour l'amener à l'aide. Dans la précipitation, puisque le mandat a été renouvelé extrêmement rapidement, le 29 novembre on l'apprend, le 29 novembre on le transfère. Et puis là, il y a quand même eu des propos, des gens qui ont dit, mais attendez, comment ça se fait que vous transférez le président Laurent Gbagbo et qu'il n'y ait personne dans l'autre corps? Ça a été dit dès le 29 novembre, il y a quand même eu des propos dans ce sens. Et voilà que le procureur au Congo nous explique, c'est vrai qu'il y a une déclaration de compétence qui nous permet d'enquêter sur la situation ivoirienne depuis 2002, mais les autorités de l'époque ne voulaient pas coopérer. Donc il a fallu attendre le changement de régime pour pouvoir mener des investigations et procéder à l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Ce qui est fort quand même. Je vous ai dit que la déclaration de compétence concernait les événements du 19 septembre 2002. Pas
une seule personne n'a été inquiétée. Pas une seule personne n'a été entendue. Aucun mandat d'arrêt n'a été délivré vis-à-vis des événements de 2002. Et voilà que, dans la précipitation, on fait délivrer un mandat d'arrêt concernant des événements survenus durant la crise post-électorale, concernant le président Laurent Gbagbo et uniquement le président Laurent Gbagbo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on dit que les autorités ivoiriennes de l'époque refusaient de collaborer avec la CPI, il y a une contre-vérité. Vous savez tous que depuis 2002, il y avait une cohabitation. Les rebelles étaient au pouvoir. Ils étaient dans le gouvernement. Qui était le ministre de la Justice? Qui s'occupait des affaires étrangères? C'est ça qu'il fallait chercher, véritablement, pour savoir qui faisait obstruction pendant 10 ans. Et ça, bien évidemment, ça n'a pas été fait en réalité. Le nouveau pouvoir ivoirien actuel n'avait pas intérêt à ce que les autorités de la CPI, les autorités internationales de la CPI, mènent des investigations sur les événements. Donc, ils ont tout simplement bloqué. Et puis, une fois arrivés au pouvoir, ils ont voulu finalement limiter l'intervention du procureur sur les événements de la crise post-électorale, en essayant bien évidemment de cibler les événements sur des prétendues victimes pro-Ouattara, les autres n'ayant finalement aucun intérêt pour le pouvoir. Ils ont vraiment cru pouvoir manipuler cette juridiction jusqu'au bout. Je dis ça aussi parce que c'est important. Quand on vous dit la CPI, et quand on vilipende la CPI, il faut savoir véritablement qui on vilipende. Ce n'est pas la CPI en tant que telle. Celui qui est vilipendé véritablement, c'est le procureur. Parce que c'est le procureur qui a l'opportunité des poursuites. C'est le procureur qui dit s'il poursuit ou s'il ne poursuit pas. C'est lui qui décide. Et le procureur a été incapable de nous expliquer véritablement, nous donnant des éléments sérieux et concrets. Pourquoi il n'a pas enquêté sur les événements de 2002, pourquoi il n'a pas enquêté sur tout ce qui a pu se passer en 2004, et que finalement il se limite juste à la crise post-électorale. C'est lui qui finalement a eu une logique très partisane dans la gestion du dossier ivoirien. Donc voilà dans quel contexte, finalement, le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé à La Haye. Et c'est très important de délimiter le contexte, parce qu'en réalité, vous aurez compris que le problème, véritablement, ce n'est pas la CPI, quoique, vous pourrez me dire, il y a quand même un rôle politique, mais ce n'est pas foncièrement le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous avez un procureur qui seul peut déférer une situation, hormis le cas du Conseil de sécurité, aux chambres préliminaires, et qui ferme les yeux sur les exactions commises par un camp pour s'intéresser uniquement aux exactions commises par l'autre, il ne fait plus du droit, il fait de la politique. Et c'est tout le drame ivoirien. Donc, le président a quand même, le président Laurent Gbagbo a quand même pris acte lors de l'audience de première comparution. Vous l'avez tous entendu. Il a dit il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout. Et on est en train d'aller jusqu'au bout d'ailleurs dans cette logique-là. À l'issue de l'audience de première comparution, un calendrier a été déterminé de manière à pouvoir aller à l'audience de confirmation de charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit que le procureur a l'opportunité des poursuites. C'est lui qui mène l'accusation. C'est donc à lui de trouver les preuves, de les collecter et de démontrer qu'il y a suffisamment d'éléments qui permettent de penser que le président Laurent Gbagbo a commis de graves crimes qui relèvent de la compétence de la CPI et qui donc permettent une confirmation de charge pour aller au procès. Initialement, l'audience aurait dû intervenir en juin 2012. Comment c'est, il y a eu un report et elle est intervenue en février 2013. En d'autres termes, le procureur a eu plus d'1 an, pratiquement 2, pour enquêter, réunir des preuves.
au fait qu'il lui était reproché, qu'il reprochait au président Laurent Gbagbo, à savoir la main sur la RTI, les femmes d'Abobo, en tant que co-auteur, bien évidemment, puis également co-auteur de viol. Allons-y, hein, la liste est longue, autant se faire plaisir. Il a eu 2 ans. Et puis, grande a été notre surprise de constater que les preuves accablantes qui devraient permettre la condamnation, en tout cas de confirmer les charges, et après voir la condamnation du président Laurent Gbagbo, se fondaient sur des articles de presse, pro-Ouattara de préférence, le Patriote pour ne pas les citer, sur des rapports d'ONG non vérifiés, parce que ce n'est pas tout. Enfin, on a l'impression tout simplement que le procureur a délégué son pouvoir aux journalistes du Patriote, a délégué son pouvoir aux ONG et a estimé, bon, en fonction des éléments qu'ils m'ont donnés, c'est suffisant pour pouvoir aller au procès. Et donc on a eu un dossier ni fait ni à faire. Il ne reviendra même pas sur l'épisode de la vidéo kéniane censée être tournée en Côte d'Ivoire, et ça n'émeut personne. On la retire, mais c'est tout, ça n'émeut personne. Pas plus que cela. Pour un pays qui a quand même été traumatisé par des années de crise politique. Mais ça n'émeut personne. Le procureur ne prenant que acte, effectivement, du fait que la vidéo n'était pas adaptée, ou en tout cas ne correspondait pas à la réalité ivoirienne. C'est dans ce contexte encore qu'on se retrouve finalement où on voit que le dossier du procureur ne tient absolument pas la route. Ce qui rend le travail de la défense en réalité difficile. Et facile aussi. Mais difficile pourquoi? Parce qu'on a quand même un individu qui est privé de sa liberté pendant des années. Ça va faire 2 ans. C'est dur à supporter pour un avocat de voir son client à la haie, alors que concrètement, on n'arrête pas de lui dire qu'il n'y a rien dans le dossier. C'est difficile. De voir des demandes de mise en liberté systématiquement rejetées au motif qu'il a encore des soutiens d'un voyant. Ou finalement, on reproche au président Laurent Gbagbo d'être tout simplement aimé de son peuple. Est-ce un crime? Ou on reproche au président Laurent Gbagbo de ne pas vouloir reconnaître la victoire de M. Ouattara. Mais encore aurait-il fallu qu'il ait véritablement gagné. Et puis, est-ce un crime? À ce moment-là, lorsque de tels arguments sont évoqués pour justifier la détention du président Laurent Gbagbo, on ne fait plus du droit.